Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet vraiment fascinant. On va carrément déconstruire point par point les origines historiques d'un stéréotype qui a la vie extrêmement dure. Vous l'avez sûrement déjà entendu, ce fameux cliché qui prétend que les populations juives auraient une sorte d'attirance naturelle pour l'argent. Mais honnêtement, presque personne ne prend le temps de s'arrêter pour se demander d'où vient réellement cette association. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir. On va plonger dans le vif du sujet pour comprendre comment l'histoire, avec un grand H, et absolument pas la nature, a forgé ce mythe de toutes pièces au fil des siècles. Allez, on y va. Au programme de notre investigation aujourd'hui, on commence par décortiquer ce fameux piège historique, on passera ensuite au paradoxe de l'usure, puis à la géographie de l'exclusion, on analysera la mécanique précise de ce cercle vicieux, et on terminera sur le biais de perception qui fausse encore notre vision aujourd'hui. Première partie, le piège historique et l'origine du mythe. Alors, la question centrale qu'il faut se poser tout de suite, c'est comment ce stéréotype s'est-il construit ? Et le mot-clé ici, c'est vraiment le verbe « construire ». On a souvent l'impression que c'est un trait de caractère tombé du ciel, n'est-ce pas ? Sauf que pendant des siècles, l'idée que ces populations étaient intrinsèquement liées au métier de l'argent s'est installée à cause d'une construction systémique. Ce n'est absolument pas une vocation naturelle, c'est le résultat direct d'un système politique et social complètement oppressif. Et ça devient super clair quand on regarde le volume ahurissant d'exclusion sociale qui existait dans l'Europe chrétienne médiévale. Imaginez un peu la situation. Pendant une grande partie du Moyen-Âge, il était tout bonnement interdit, ou alors extrêmement limité, pour les populations juives de posséder des terres agricoles. Impossible aussi de rejoindre l'armée, l'administration de l'État, la justice ou même certaines universités. Mais le plus frappant, c'était l'exclusion des corporations de métiers, les fameuses guildes. Pourquoi ? Eh bien parce que toute la société était organisée autour de la religion dominante. En gros, pour devenir boulanger, forgeron ou tisserand, il fallait généralement prêter un serment religieux chrétien. Résultat des courses, toute une population s'est retrouvée systématiquement exclue du système économique principal. Ils sont devenus, malgré eux, des étrangers permanents dans les pays mêmes où ils vivaient depuis des générations. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le paradoxe de l'usure, ou comment se retrouver littéralement coincé au milieu. On touche ici à l'un des paradoxes les plus fous de l'histoire européenne. D'un côté, on a l'Église médiévale qui condamnait fermement l'usure. Pour faire simple, le prêt à intérêt entre chrétiens c'était interdit, c'était un péché majeur. Mais de l'autre côté, l'État, la couronne, la noblesse, eux, ils avaient un besoin urgent et constant de cash. Il fallait bien financer les guerres, développer le commerce, prêter aux nobles. Alors, quelle a été la solution ? Eh bien, ils ont tout simplement forcé la communauté juive à jouer ce rôle financier. Ce n'était pas un choix de carrière ou une préférence culturelle, c'était un pur mécanisme de survie. Ces personnes étaient piégées, prises en étau entre la doctrine religieuse d'une part et les énormes exigences fiscales des rois d'autre part. Et fatalement, ce rôle économique très spécifique a engendré un cycle d'exploitation royale vraiment sombre. La mécanique était d'un cynisme absolu. Regardez, les rois commençaient par emprunter d'énormes sommes d'argent. Ensuite, quand ces dettes devenaient beaucoup trop lourdes à rembourser, eh bien la solution était redoutablement efficace. Les monarques décidaient tout simplement d'expulser ces populations, ils annulaient leurs propres dettes d'un coup de plume magique et ils confisquaient tous les biens restants. Bref, les prêteurs étaient super utiles économiquement pour les puissants, mais politiquement, ils restaient des cibles tragiquement vulnérables. Troisième étape de notre décryptage, la géographie de l'exclusion, quand l'environnement dicte les règles du jeu. Il faut bien comprendre que cette exclusion, elle n'était pas juste sur le papier, elle est devenue très concrètement physique. Vous savez d'où vient le mot ghetto ? Il vient de Venise, en 1516. Il s'agissait de quartiers complètement fermés et séparés du reste de la ville, où les populations juives étaient obligées de vivre. Ajoutez à cela des couvre-feux, des vêtements distinctifs obligatoires et bien sûr des taxes spéciales. Ces communautés n'étaient tolérées que pour leur utilité dans le système financier, mais elles n'ont absolument jamais été acceptées comme des égales. Et pour vraiment casser cette idée de prédisposition naturelle, il suffit de faire un peu de géographie comparée. C'est flagrant. Dans l'Europe chrétienne, on l'a vu, des ghettos stricts et des restrictions professionnelles énormes qui forçaient ces populations dans des petites niches très spécifiques, comme la gestion de tavernes ou la collecte de taxes en Pologne par exemple. Mais de l'autre côté, regardez l'Empire ottoman. Quand ils ont accueilli une grande partie de la communauté expulsée d'Espagne en 1492, l'intégration s'est faite tout autrement. Ils sont devenus médecins, traducteurs, diplomates, imprimeurs. La conclusion est sans appel. Dès l'instant où l'on lève l'exclusion systémique, les professions exercées par un peuple se diversifient immédiatement. Partie 4, le cercle vicieux. Analysons un peu l'anatomie de ce mythe.
On est ici face au piège historique parfait. C'est une boucle en 5 étapes. Étape 1, on exclut d'abord une population des métiers classiques et valorisés. Étape 2, par instinct de survie, cette population est bien obligée de se rabattre sur des métiers risqués ou impopulaires, souvent liés à l'argent. Étape 3, devinez quoi, ces mêmes métiers imposés deviennent alors leur image publique. Étape 4, cette image se fige. Elle se fige complètement et devient un stéréotype profondément ancré dans les esprits. Et enfin, la pire de toutes, l'étape 5, ce stéréotype va servir de prétexte pour justifier encore plus d'exclusion. C'est une boucle inexorable. Et honnêtement, ces échos résonnent encore beaucoup trop fort aujourd'hui. Et à ce cercle vicieux s'ajoute une mécanique psychologique redoutable, la déviation de la colère. C'est l'essence même du bouc émissaire. Imaginez les paysans de l'époque accablés par des impôts toujours plus lourds. Ils ne voyaient pas le monarque lointain ou le seigneur qui exigeait cet argent. Non, ils voyaient le visage de celui qui venait frapper à leur porte, le collecteur de taxes locales. Du coup, la colère populaire s'est logiquement, mais faussement concentrée sur cet intermédiaire très visible, pendant que le grand système politique invisible, lui, restait bien à l'abri, totalement intouchable. D'ailleurs, pour vraiment pulvériser cette caricature, on doit absolument rappeler une réalité que l'histoire a tendance à oublier. L'image tenace du grand banquier riche, elle efface totalement la réalité écrasante de la majorité de ces populations à l'époque. On parle de gens très pauvres, des artisans, des tailleurs, des scribes, des enseignants, des cordonniers, des musiciens, des millions d'individus qui vivaient dans une pauvreté absolue, notamment dans les petits villages d'Europe de l'Est qu'on appelait les shtetls. Continuer à colporter ce stéréotype, c'est purement et simplement rayer de la carte l'existence de cette immense classe ouvrière. On arrive à notre dernière partie, le biais de perception, ou comment tout cela survit sous notre prisme moderne. Aujourd'hui encore, on observe un double standard sociétal vraiment révélateur. D'un côté, quand un individu issu d'une minorité devient extrêmement riche ou se retrouve dans un scandale, on pointe immédiatement son identité culturelle ou religieuse. Et le pire, c'est qu'on généralise ça à tout son groupe. Par contre, de l'autre côté, quand la même chose arrive à un individu issu du groupe majoritaire, c'est magique, on voit ça comme un acte purement individuel. On mentionne presque jamais sa religion. C'est profondément injuste. L'un devient malgré lui le symbole de tout un peuple, alors que l'autre reste juste une exception individuelle. Le fond du problème tient en une phrase. On remarque ce qui confirme nos préjugés et on oublie joyeusement tout le reste. C'est la définition même du biais de confirmation. Pour vous donner un exemple, on entend constamment parler de familles historiques, comme les Rothschild, ce qui maintient le mythe sous perfusion, mais à l'inverse, les milliers de dynasties industrielles, les immenses magnats du pétrole ou les milliardaires de la tech qui n'appartiennent pas à cette minorité, eux, on les ignore dans ce narratif, tout simplement parce qu'ils ne valident pas le scénario que l'imaginaire collectif s'est fait depuis des siècles. Et il est crucial de comprendre que ce danger du préjugé collectif, c'est une faille humaine très large. Ça ne touche pas qu'un seul groupe. Si on regarde l'histoire, on trouve des parallèles historiques glaçants avec la population afro-américaine, par exemple, qui a subi l'esclavage, la ségrégation et les pires discriminations institutionnelles. Très souvent, les actes, réels ou supposés, d'une poignée de personnes ont été violemment projetés sur des millions d'individus innocents. Réduire de vraies personnes complexes et uniques à un concept de groupe imaginaire, c'est une mécanique dramatique qu'on retrouve partout. Tout ça nous amène inévitablement à cette conclusion. La déshumanisation, ça commence toujours par la simplification. Il faut s'ancrer dans la tête qu'aucune population sur Terre n'est homogène. Dans n'importe quelle communauté, il y a des riches, des pauvres, des personnes incroyablement généreuses et des criminels. Prendre des millions d'individus et les faire entrer au chausse-pied dans une seule catégorie figée, dans une caricature, c'est systématiquement préparer le terrain aux futures injustices. L'histoire nous l'a prouvé maintes et maintes fois. Alors pour terminer ce décryptage, je voulais vous laisser avec une petite réflexion. Maintenant qu'on a retiré toutes les couches de vernis historique, maintenant qu'on comprend comment ce stéréotype a été fabriqué de A à Z pour arranger un système politique et économique très précis, posez-vous la question. À qui profite vraiment le fait de maintenir cette caricature en vie aujourd'hui ? C'est une vraie question, qui nous pousse à examiner avec un esprit critique tous ces biais qu'on a hérités. J'espère sincèrement que cette petite exploration vous donnera envie de questionner avec la même rigueur l'origine de plein d'autres mythes dans notre société. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse et à très vite.